l'autre. Mais comment choisir les idées à relier, à grouper, à conjuguer? Pour Dewey, la raison est simple. Et il y a cette qualité dans l'expérience qui nous mène à associer une idée avec une autre. Il dit pourquoi quand on est dans une situation, on associe ce marteau avec un clou et pas avec un autre marteau que nous avons dans la boîte d'outils. Il dit la situation, il y a un sens, mais aussi cette situation, cette qualité immédiate nous oriente à relier certaines idées et pas d'autres. Souvent, il y a une telle qualité immédiate qui nous oriente, mais à mon avis, ce n'est pas toujours nécessaire. Et à mon avis, il y a un danger, un risque d'une sorte de mythe de données. Parce que, en fait, cette qualité immédiate, sentie, unifiant et unifiée, ça n'arrive jamais à être défini d'une manière discursive. Parce que Dewey dit, dès qu'on commence à le définir, ce n'est plus cette qualité immédiate, indéfinie. C'est comme, bon, je prends le langage de James qui est beaucoup plus joli. C'est comme, et vous avez peut-être eu l'expérience hier ou avant-hier, c'est comme tenir un flacon de neige dans la main et dès qu'on le tient, ce n'est plus un flacon de neige, ça devient une goutte. Et donc, cette qualité immédiate, sentie, sans nom, pas discursive, qui reste au fond et comme base nécessaire de toute pensée cohérente et qui l'oriente. C'est pas définissable, mais quand même ça doit être, sinon il n'y aurait pas de pensée cohérente. À mon avis, on peut trouver, même chez Dewey, d'autres moyens pour montrer la cohérence de la pensée. Par exemple, les habitudes. Les habitudes peuvent nous orienter sans qu'il y ait peut-être une qualité immédiate sentie qui reste toujours le même par le processus. Notre situation peut être aussi définie et notre pensée pourrait être orientée et guidée aussi par nos visées, sans qu'il y ait un sentiment immédiat, indéfinissable, d'une qualité spécifique qui dure pendant toute cette situation. Donc je pense que Dewey a tort d'insister trop que c'est toujours nécessaire pour toute pensée. Mais je pense qu'il a raison de dire qu'il y a dans la pensée, souvent, et peut-être toujours, je ne sais pas, simplement je suis contre l'idée que c'est une nécessité logique. Il y a d'autres choses qui peuvent montrer comment la pensée cohérente et soutenue est possible. Mais Dewey a raison à insister sur l'existence de qualités immédiates, unifiées et unifiantes dans notre expérience. Et
cette idée de qualité unifiante et unifiée est à la base de son idée de l'expérience esthétique. Dans son esthétique, il dit l'expérience esthétique, c'est une expression ou une manifestation d'une manière très claire, très augmentée, élevée, de ce qui est nécessaire pour toute expérience. Et pour toute expérience cohérente, c'est nécessaire d'avoir cette qualité immédiate, unifiée et unifiante. D'où va cette idée de l'expérience, de la pensée comme flot immédiat ou flot défini par une qualité immédiate sentie, mais pas définissable d'une manière discursive. Tout ça va de la psychologie de William James. Dans son chapitre très fameux, très renommé, très important, The Stream of Thought, c'est le flot de pensée, je ne sais pas comment c'est traduit. Le courant, le courant de pensée, le flux de pensée qui a repris comme les courants de conscience ou le flot de conscience. Et donc, dans ce chapitre, James explique notre pensée à travers cette idée d'une expérience coulante, organisée par des qualités immédiates, sans nom, pas définissables, mais qui sont éprouvées et qui orientent notre pensée. Et je ne veux pas prendre de temps pour vous montrer ces passages de William James. Ça dépend de vous si vous voulez écouter les passages chez Dewey dans son livre L'art comme expérience, où il parle de ces idées. Ça, je vous laisse la décision. En fait, non, je peux continuer. J'ai des passages. C'est du chapitre 9 dans l'art comme expérience. Vous pouvez m'écouter, mais je peux aussi m'arrêter ici pour vous donner l'occasion à me poser la question. Et s'il n'y a pas de questions, ou il n'y a pas assez de questions, je peux citer. Mais c'est des passages où Dewey parle de l'expérience esthétique comme une saisie qualitative globale, pas encore articulée, qui on ne peut pas articuler d'une manière discursive, mais qui organise notre expérience dans un tout très satisfaisant, très riche, qui a un arrière-fond ou un oriel de qualités senties qui ne sont pas exprimées dans l'œuvre elle-même et même dans l'expérience elle-même, mais qui construisent cette expérience et l'amènent à son issue heureux. Donc, je peux m'arrêter ici et voir où le courant de pensée chez vous est arrivé, et peut-être si le courant de ma pensée était assez cohérente et bien visé à
votre mentalité. Donc j'aimerais ici. Tout de suite vers la salle pour des questions, aussi bien sur ce que Richard a dit sur sa propre rencontre de ces traditions, ce qu'il a dit sur les racines de cette esthétique pragmatiste ou pragmatique, et aussi éventuellement par ricochet sur l'actualité de cette pensée, mais qui est manifestée. Oui, en fait, peut-être je peux dire deux mots parce que c'est le problème avec l'histoire. On n'en finit jamais. Mais j'essaie de donner une petite orientation. Pour moi, l'actualité de l'esthétique pragmatiste, c'est la conjonction ou la convergence de l'esthétique et la philosophie de l'esprit, avec le corps comme lieu important de cette convergence. Et c'est une chose qui est très forte chez James et chez Dewey. C'est le corps qui est le moyen de perception. C'est le corps qui a ses sentiments de qualité immédiate. C'est le corps qui oriente notre pensée et bien sûr aussi les expériences esthétiques avec toute la gamme d'émotions et de plaisirs. Et donc, dans l'actualité, je peux voir la base de l'esthétique pragmatiste en tant que somme esthétique. On peut trouver dans ce courant de pensée sur le courant de pensée comme organisé par des qualités senties, pas définissables. Et donc, c'est le pont pour moi avec l'actualité. Et comme Mathias a dit, je reviens en février pour plus longtemps. En général, mais aussi à l'école, pour parler davantage des actualités. Mais, comme j'ai dit au début, même si le pragmatisme est une philosophie visée vers l'avenir, elle reconnaît que pour mieux faire l'avenir, il faut un petit peu regarder le passé, c'est un petit peu reculer pour mieux sauter. Et une partie de la critique de l'actualité que John Dewey fait, et fait très bien, c'est une espèce de généalogie de nos concepts. Sa critique du concept muséal de l'art, c'est pas uniquement un regard sur 100 ans, mais comment les musées sont évolués et leur lien avec l'impérialisme. Donc, question. Bon, j'ai beaucoup apprécié votre présentation. J'ai une question, parce que je connais votre travail et je me suis toujours posé s'il y avait une place pour Peirce dans cette généalogie, parce qu'il a quand même parlé peu, mais parlé d'esthétique dans une collection. C'est une très bonne question et je vous réponds tout de suite, oui. Et j'ai publié même un article entier sur Peirce et le son esthétique, mais pour vous répondre directement, oui, il y a 3-4 choses où Peirce est important. Je ne voulais pas entrer dans toute la tradition, mais
d'abord, firstness, comment ça traduit? Première idée, c'est quoi? Comment on traduit? Au Québec, on traduit par premièreté. Première idée. Plus proche que. Donc l'idée de premiérité, firstness, c'est exactement un des sens de premiérité, c'est le sens perceptuel de qualité immédiate. Et donc on peut dire que Peirce a précédé James dans la reconnaissance de l'importance de la qualité immédiate comme une chose importante pour la philosophie, des choses qu'on ne peut pas conceptualiser, mais ils existent. Donc, firstness, la qualité immédiate, Peirce est important. Simplement, pour lui, ce firstness, ce n'est pas uniquement perceptuel, il y a aussi beaucoup de sens pour lui de firstness. Deuxième élément, c'est la sémiotique de Peirce. Donc, dans la mesure où les questions de l'interprétation et la sémiotique sont importantes pour l'esthétique, Peirce a aussi une importance pour l'esthétique. Un troisième point, c'est le rapport entre l'esthétique et l'éthique. C'est très important pour le pragmatisme. Et Peirce explique, il relie l'esthétique avec l'éthique en disant que l'éthique doit être subsumée par l'esthétique parce que, en fin de compte, l'éthique est visée nous amener à une vie noble. Et c'est l'esthétique qui définit qu'est-ce que c'est noble ou admirable. Admirable et noble, c'est des, on dirait dans notre langue, des prédicats esthétiques. Et le but de l'éthique, c'est nous amener à vivre, à mener une vie admirable. Mais pour définir l'admirable, il nous faut l'esthétique. Et un dernier point, je dirais que pour la somme esthétique, Peirce avait un côté de praticien dans deux sens assez différents. Un sens, c'est très malheureux et il souffrait d'une maladie, on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'était, mais une maladie, il avait des douleurs horribles dans le visage, un problème nerveux, il avait mal à la tête tout le temps, il vivait dans la douleur et il y a un moment où il parle d'être un connaisseur de douleur, qu'il parle d'un travail qu'on peut faire d'analyser nos propres sentiments. C'est exactement dans la direction de la somme esthétique. Je vous donne la référence. Ça s'appelle Some Aesthetics and C.S. Peirce, c'est l'article, et c'est publié dans le Journal of Speculative Philosophy. Ça doit être 2009, à mon avis. Et donc, il y a tout un article sur Peirce et la somme esthétique. Et donc, un côté, c'est comment gérer ces douleurs. En anglais, on a ce concept pain management. Donc, il était expert. Au moins, il se présentait comme expert. Et l'autre chose, il était un connaisseur de vin. Donc,
il est venu à Paris, il a même étudié avec des sommeliers. Donc, dans la dimension de son esthétique pratique, il est présent. Donc, oui, j'ai senti ce trou, ce vide, et donc j'ai essayé de le remplir avec un article. Si j'ai le temps, je ferai aussi un article sur Mead, qui a aussi beaucoup à dire sur le soma dans le comportement. Mais oui, c'est une question importante. Et en fait, c'est dans mon texte, mais je ne peux pas me rappeler de tout, et c'est mieux que je ne me rappelle pas, parce que sinon ça devient trop long à l'université. Oui. Moi, c'était par rapport à la question de rythme, Oui. parce qu'elle est vraiment omniprésente chez Dewey dans sa conception de l'expérience. C'était pour savoir si dans votre propre soma esthétique, il occupait également une place pour tout ce qui touche à l'amélioration de l'existence. J'ai vu dans vos articles, vous incitez beaucoup sur la gestion de la respiration et sur l'importance que ça a justement pour sentir son corps et vivre mieux, et en quoi donc ça pourrait améliorer l'existence si on se centre au niveau du rythme artistique, en quoi par exemple il peut soutenir l'existence, le rythme organique, en particulier par exemple dans la sphère architecturale où là on a, comme elle touche explicitement la vie et donc le vivre, en quoi on pourrait avoir comme ça un soutien du rythme artistique apporté au rythme organique. Oui. Le rythme, ça serait, j'essaie de relier cette question au thème d'aujourd'hui. Et bien sûr, le rythme est très important chez lui, comme pour James. Et c'est basé sur notre expérience organique de respiration, de digestion, du battement de cœur. C'est la base de notre sens de rythme et pour James de notre sens de durée et de temps. L'idée de rythme chez Dewey, et j'imagine que vous connaissez mieux Dewey parce que c'est l'auteur qui est enseigné, c'est l'auteur qui est maintenant publié en poche. Mais dans ce même chapitre et de cette même image de courant de pensée, de flou de pensée, James a une jolie métaphore de rythme de pensée. Et en fait, il y a deux métaphores. Il parle peut-être pourquoi stream of thought, pourquoi flot de pensée et pas chaîne de pensée ou train de pensée. Et c'est important pour l'esthétique et l'expérience esthétique. James insistait sur la métaphore de stream, ruisseau, flot, courant, parce qu'il n'y a pas, il y a une fusion, une convergence et pas une séparation mécanique, comme on a avec une chaîne de pensée ou un train de pensée. Chaque idée a son comportement. Il y a une chaîne, il y a des bagues, chaque bague est séparée, est différenciée, on peut le numéroter, mais avec une fleuve, et avec un ruisseau, un courant, la fusion est parfaite. On ne peut pas séparer les éléments. Et Dewey, dans l'art comme expérience, il revient
exactement sur les mêmes métaphores. Pourquoi il parle du fleuve et pas comme un étang ou un bassin? Parce que cette idée, il y a une direction de la pensée, il y a fusion. Ce n'est pas un train, ce n'est pas une chaîne, mais ce n'est pas non plus l'eau dans un bassin, parce que la qualité a une direction. C'est un courant qui coule dans une direction. Il y a un mouvement et le mouvement guide l'expérience. Et dans ce mouvement, il n'y a pas de rythme sans mouvement. Dans le mouvement, il y a un rythme chez James, et c'est l'autre métaphore de voler et percher. Et il dit, nous avons tendance de voir notre courant de pensée comme une chaîne d'idées, ou un train d'idées, parce que nous faisons attention uniquement aux parties de perchoir, où l'oiseau de pensée s'arrête. Et on n'est pas sensible au moment de vol, quand notre pensée coule tout le temps. Mais il y a des moments où il s'arrête pour un milliseconde, et ces moments qui ont un nom, on identifie comme des éléments indépendants séparés. Tandis qu'en fait, il y a une continuité, et cette idée de continuité, c'est à la base de l'expérience esthétique comme tout unifié et continu. Cette idée de continuité est perdue parce que nous nous concentrons sur les éléments de perchoir, parce qu'ils sont nommables, ils sont identifiables, tandis que les parties de flou, de mouvement, de vol, ils n'ont pas de nom. Ils sont, dans la langue de James, ils sont des nameless tendencies, des tendances sans nom. Mais en fait, il donne un joli exemple. James est un génie de la phénoménologie. Il donne un exemple où on pense que vraiment il y a des séparations très claires dans le courant de perception de pensée. Il y a un silence et tout d'un coup un grand tonnerre. Donc voilà un moment où il y a une rupture de la courant de pensée, silence, tonnerre. Mais il dit, si on est sensible, c'est pas des choses, ils sont différentes d'une certaine manière dans la réalité, mais dans l'expérience, ils ne sont pas tout à fait séparés ou différents, parce qu'en fait, le bruit de tonnerre s'est senti différemment parce qu'il y avait le silence avant. Et donc, ce qu'on entend, ce qu'on éprouve, ce qu'on perçoit, c'est pas la tonnerre, c'est la tonnerre après un silence. Et si il y a encore tout de suite un autre tonnerre, notre expérience serait différente. Il y a une expérience différente d'écouter deux coups de tonnerre. C'est quoi, coup de tonnerre? Je ne maîtrise pas la langue pour savoir. En anglais, c'est un clap, un thunderclap. Mais un coup de tonnerre, l'expérience, le sentiment est tout à fait différent. Deux coups de tonnerre que le deuxième coup de tonnerre, parce que c'est préfacé par un silence. Et le sentiment de silence accompagne le coup de tonnerre. Et donc, l'idée de rythme est
il y a un mouvement dans le